toutes, bonjour à tous. C'est une journée porte ouverte très particulière, puisque comme pour les cours, comme pour vos cours, nous sommes dans une logique d'explication et de présentation à distance. Et donc, pour cette présentation à distance, pour cette conférence, je vais donc vous expliquer un petit peu, bien sûr rapidement, ce que c'est que la science politique et les perspectives qu'elle donne à voir pour les étudiants qui accomplissent un cursus de sciences politiques, pour les étudiants qui accomplissent soit le master, soit le bachelier, soit bien sûr le bachelier et le master. Alors, pour vous présenter cela, je travaillerai en 4 temps rapides, bien évidemment. La première, c'est de vous expliquer que la science politique, c'est ce qu'on appelle une discipline scientifique, et vous expliquer d'où vient cette discipline scientifique. Dans un deuxième temps, je vous présenterai ce qui sont les grands champs de la science politique et dans quel domaine les étudiantes et les étudiants se spécialisent, en particulier à l'échelle du master. Je vous parlerai un petit peu des méthodes qu'on utilise pour appréhender les choses en sciences politiques et bien évidemment, dans un dernier temps, je vous présenterai la configuration en termes de perspective, c'est-à-dire quels sont les emplois que nos étudiants remplissent et trouvent au terme de leurs études et dans quelle dynamique ils s'inscrivent professionnellement. Donc, premier temps, c'est quoi la science politique? Je vous l'ai dit d'emblée, c'est ce qu'on appelle une discipline scientifique, c'est-à-dire un objet qu'on appréhende de manière rigoureuse avec des méthodes spécifiques. Et c'est une discipline, comme vous avez bien sûr des disciplines de sciences exactes, la physique, la chimie, la mathématique, la biologie, comme vous avez d'autres disciplines de sciences humaines, je ne sais pas, par exemple la psychologie, le droit, l'économie, pour prendre quelques exemples. C'est une discipline qui a émergé essentiellement à la fin du 19e siècle et qui s'est surtout développée dans la deuxième moitié du 20e siècle. Alors pourquoi elle apparaît? En gros, pour une raison simple, c'est que l'objet principal de la science politique se développe au 19e siècle. Alors, de manière très générale, c'est quoi l'objet de la science politique? L'objet de la science politique, de manière vraiment très très générale, c'est la base de la cascade, si je peux le dire ainsi, c'est le pouvoir politique. Alors bien sûr, il y a de tout temps eu certaines formes de pouvoir politique, mais au 19e siècle, vous avez une accélération dans le domaine du pouvoir politique qui est une accélération de la naissance et du développement du pouvoir politique contemporain, toujours actuel d'ailleurs, qui est l'État. Alors pourquoi cette accélération? Principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que vous avez une grosse évolution dans l'économie. Vous le savez peut-être, vous l'avez sans doute vu à vos cours d'histoire. Le 19e siècle est ce qu'on appelle le siècle de la première grande révolution industrielle, un développement très considérable des biens, des marchandises, un développement très considérable des échanges de produits, échanges de personnes, et qui va se poursuivre dans le temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de situation mondialisée ou de mondialisation. Vous êtes tout à fait dans la continuation de cette première révolution industrielle, dont vous avez un changement spectaculaire et en particulier, désormais, l'affirmation que ce qui fait tourner l'économie, c'est la production de biens, de marchandises et de services, et plus comme avant, où c'était au premier chef la production de produits agricoles. Et puis vous avez une deuxième grande révolution au 19e siècle, qui est une révolution politique, c'est-à-dire l'avènement de l'État dans un cadre national. C'est pour ça qu'on va régulièrement parler d'État-nation ou de cadre stato-national. Alors, qu'est-ce que ça change pour le pouvoir politique au 19e siècle? Il y a deux grandes choses qui changent. La première, c'est que désormais, le pouvoir politique est ce qu'on appelle désincarné. Jusqu'alors, en gros, le pouvoir politique est lié à une personne. Le seigneur, le chef de tribu, le roi, et quand le roi meurt, des choses différentes se passent. Ici, désormais, le pouvoir politique est désincarné, c'est-à-dire que celui qui le représente à un moment donné, s'il vient à disparaître, eh bien, le pouvoir politique continue, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié au statut de la personne. Et puis, il y a une deuxième grande évolution. En correspondance avec cette affirmation du cadre stato-national, vous avez une évolution de ce qu'on appelle des régimes politiques, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent, la situation dans laquelle on vit et l'articulation des pouvoirs. Et le 19e siècle est le siècle de l'avènement progressif de ce qu'on appelle dans un premier temps le parlementarisme, et puis dans un deuxième temps du régime dans lequel nous vivons, par exemple en Belgique, la démocratie parlementaire.
Et à partir du moment où vous avez ces deux grandes évolutions, eh bien, la science politique va progressivement voir le jour, tout simplement parce que son objet va se développer et que des chercheurs, au départ très peu de chercheurs, des enseignants, au départ très peu d'enseignants, vont commencer à chercher et à donner cours sur cette discipline. Et ça va se développer lentement. Il faut bien avoir en tête que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la science politique est une science relativement petite, relativement mineure, avec peu de professeurs, peu d'enseignants, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un développement très très important, très spectaculaire en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc c'est vraiment depuis 75 ans environ que la science politique a littéralement et véritablement pris son envol. Alors, deuxième temps, qu'étudie-t-elle au fond? C'est-à-dire qu'on peut avoir bien sûr la coupole générale qui est de dire on étudie le pouvoir politique, mais on étudie le pouvoir politique dans toutes ses dimensions. Et de manière très large, on peut dire que la science politique aujourd'hui, ça recouvre 4 grands domaines. Le premier grand domaine, c'est ce qu'on appelle la science politique interne, ou parfois la sociologie politique, mais plus généralement la science politique interne. C'est d'étudier le pouvoir à l'intérieur du cadre étatique. On étudie le Parlement, on étudie les partis politiques, on étudie les mouvements sociaux, le rapport des mouvements sociaux au pouvoir, l'action des lobbies dans le cadre de l'État-nation, on étudie les relations entre les citoyens et le pouvoir, bien évidemment, par exemple, les processus électoraux. On essaie de comprendre comment se perd un processus électoral, qu'est-ce qui explique le comportement des électrices et des électeurs, pourquoi il y a de la continuité, pourquoi il y a du changement. Donc, ça, c'est le domaine de ce qu'on appelle la science politique interne. Vous avez un deuxième domaine qui est ce qu'on appelle la pensée politique ou parfois la théorie politique, c'est-à-dire comment se pensent les choses. Et ce domaine a de grandes connexions avec la philosophie, c'est-à-dire le sens de la vie. Et ce domaine-là est un domaine que je vais qualifier de livresque, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire comment on pense le destin des gens, comment on pense le pouvoir, le rapport au pouvoir par rapport à des grandes questions. Prenez une grande question aujourd'hui, la question du traçage, pour essayer de confiner les gens qui seraient atteints du Covid-19. Cette question du traçage soulève des problèmes très importants en termes de liberté individuelle, en termes de droit, en termes de santé publique. Et comment on le pense, c'est le domaine de la pensée publique, de la pensée politique. Vous avez un troisième grand domaine qui sont ce qui se fait. Et on appelle ça les politiques publiques, c'est-à-dire les choix qui sont opérés et les politiques qui sont menées. Si vous prenez la situation aujourd'hui, vous avez des grands domaines de politique publique qui sont concernés par la crise du Covid-19. La première, bien sûr, c'est la question de la santé, c'est-à-dire comment on gère le domaine des soins de santé dans un État. Vous avez aujourd'hui comment on gère une crise économique et sociale. Des centaines de milliers de travailleurs du jour au lendemain ne peuvent plus travailler. Que fait l'État, que font les pouvoirs publics pour aider les citoyennes et les citoyens en situation de chômage virtuel et de chômage réel ou de chômage partiel? Vous avez bien sûr la question, par exemple, de l'environnement, la question des migrations, la question scolaire. Donc, vous avez plein de politiques publiques. Et ce troisième grand domaine, elle étudie les politiques publiques, c'est-à-dire les choix qui sont opérés, pourquoi ces choix ont été opérés, qui pousse à quel choix, quels sont les acteurs qui poussent dans telle direction, quels sont les acteurs qui poussent dans une autre direction. Et puis, vous avez un quatrième grand domaine, un domaine très important, qui est bien évidemment le domaine des relations internationales. Alors, les relations internationales, ça va concerner essentiellement deux choses. La première chose, c'est les relations entre acteurs, c'est-à-dire, par exemple, les relations entre deux États. Vous avez beaucoup d'actualités autour des relations entre, par exemple, les États-Unis et la Chine, tout le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre commerciale. Vous avez aussi beaucoup de couverture aujourd'hui sur les relations entre les États-Unis et la Russie, mais ça peut être des choses plus basiques, par exemple les relations entre la Belgique et les Pays-Bas, les relations entre la France et l'Allemagne, qui est une question très importante pour le destin de l'Union. Donc, ça peut être deux acteurs étatiques. Ça peut aussi être un acteur étatique, un État par exemple, et une organisation internationale. La relation entre la Chine et l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez vu que Donald Trump a arrêté le financement des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est
un bon exemple, voilà une relation entre un État très important, les États-Unis, et une organisation internationale, l'Organisation mondiale de la santé. Hein, c'est du domaine des relations internationales. Ça peut aussi être deux organisations internationales. Par exemple, les relations dans la situation actuelle entre l'Organisation mondiale de la santé et l'OTAN, ou l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies, ou l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne. Hein, voilà des registres d'organisations internationales qui ont des relations entre elles. Donc, la, le premier grand champ des relations internationales, c'est ces dimensions-là, et avec, bien sûr, parfois, le point culminant qui est la guerre. Hein, la question de la guerre, de la sécurité et de la paix, c'est tout à fait inscrit dans ce premier champ. Et puis, vous avez un deuxième grand champ, aujourd'hui, des relations internationales, qui est l'étude des politiques publiques à l'échelle supranationale, c'est-à-dire au-delà, au-dessus de l'État, des politiques publiques qui se mènent par des organisations internationales et dans un cadre international. L'exemple le plus frappant aujourd'hui, bien sûr, c'est la question de l'environnement. Comme vous le savez sans doute, chaque année, il y a une conférence des parties et chaque année, il y a une réunion de tous les acteurs qui essayent de répondre aux défis du réchauffement climatique, et c'est là qu'on essaye de définir ce qu'on fait pour ne pas dépasser certaines normes, 1,5 degré ou 2 degrés, qui est une norme symbolique très importante. Alors ça peut être l'environnement, ça peut être bien sûr l'économie. Vous avez plein d'acteurs internationaux dans le domaine de l'économie ou de la finance, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, que sais-je encore. Ça peut aussi être des questions qui nous touchent au quotidien, comme par exemple les demandeurs d'asile, la question des réfugiés, donc comment est-ce qu'on le traite dans un cadre international. Donc ça, c'est le deuxième grand champ des relations internationales. Alors, donc voilà, la science politique, c'est une discipline. Elle a 4 grands champs qui eux-mêmes ont parfois des sous-champs. Comment est-ce qu'on aborde ces questions? C'est-à-dire, quelle méthode on utilise en sciences politiques? En réalité, on utilise beaucoup de méthodes. De manière générale, on utilise ce qu'on appelle soit des méthodes qualitatives, soit des méthodes quantitatives. En méthode qualitative, ça peut être quoi? Par exemple, dans le domaine de la pensée politique, je l'évoquais il y a un instant, c'est la question du livre. On va beaucoup lire, faire de l'interprétation du texte, faire de l'interprétation du propos des auteurs. Donc, en sciences politiques, on lit beaucoup, en particulier dans le champ de la pensée politique. Mais l'approche qualitative, ça peut aussi être de réaliser des entretiens. Pour ceux qui travaillent dans cette optique-là, on réalise très souvent des entretiens d'acteurs et on travaille ces entretiens d'acteurs. Ça peut aussi être ce qu'on appelle de l'analyse de discours, c'est-à-dire comment, dans le temps, par exemple, un acteur évolue dans son discours. Alors le discours, ça peut être un discours qu'il présente devant le Parlement, ça peut être un discours qu'il soumet aux réseaux sociaux. Donc on a différents discours et différentes approches de l'analyse de discours. Donc, il y a plein d'aspects dans l'analyse qualitative. Puis, il y a un deuxième volet très important qui est l'analyse quantitative. Donc là, ce qu'on va faire, c'est traiter des données de manière statistique. Vous pouvez avoir beaucoup de données, je vous en donne 2 exemples peut-être. Mon domaine, moi j'étudie régulièrement les élections et les processus électoraux. Eh bien, une des choses qu'on essaie de voir, c'est qui a voté pour quel parti et dans quelle mesure il y a une stabilité ou au contraire une évolution. Et donc, on fait des enquêtes, on soumet des questionnaires aux électeurs et aux électrices, et à partir de là, on va faire un traitement statistique pour essayer de répondre à cette question. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une approche quantitative. Après, vous avez encore d'autres approches, parfois maintenant des approches que nous empruntons à la psychologie. À titre d'exemple, on fait des expérimentations, c'est-à-dire comment, dans un contexte donné, un citoyen, des citoyens peuvent réagir à un stimuli, une information à titre d'exemple. Et donc aujourd'hui, vous avez plus régulièrement en sciences politiques une approche méthodologique qui est l'expérimentation que les étudiants utilisent dans leurs travaux, que les étudiants utilisent régulièrement dans leur mémoire. Donc, on a une grande diversité d'approches méthodologiques. Vous apprenez ça au cours d'introduction à la recherche en 2e année du bachelier et vous l'appliquez beaucoup en master. Et en master, vous avez en cours des cours de méthode et vous avez des enseignants spécialisés dans des méthodes qui vous apprennent ces méthodes et qui vous accompagnent le plus généralement dans la réalisation de votre mémoire. Donc, voilà un petit peu le genre de choses que l'on utilise comme approche méthodologique.
Et donc, au terme de vos études, ben, vous êtes armé avec une grande culture générale, une grande capacité à aborder des questions qui au départ sont des questions complexes, et une méthode, ou certes différentes méthodes que vous auriez apprises durant vos études. Et aujourd'hui, on s'aide beaucoup dans les aspects méthodologiques par des logiciels, bien sûr, notamment méthodes quantitatives. On a plusieurs logiciels statistiques, SPSS ou Stata, à titre d'exemple, ou R, mais aussi des logiciels en analyse de discours, en méthode et en traitement des méthodes d'entretien, des choses de ce type-là. Alors ça débouche, et c'est le dernier point de mon exposé, ça débouche sur quoi en termes de perspective? De manière générale, ça débouche bien évidemment sur des compétences dans le domaine de la relation à l'objet, c'est-à-dire du pouvoir politique. Alors, quels sont les grands débouchés en sciences politiques? Le premier, c'est pas celui qui vient le plus rapidement à l'esprit des étudiants et des étudiantes, mais c'est un débouché très important. C'est tout le domaine de la fonction publique belge, fonction publique européenne, fonction publique internationale. Donc, vous avez énormément d'étudiants qui travaillent, et souvent dans une perspective de recherche, dans ce qu'on appelle par exemple les services publics fédéraux, ou parfois à l'échelle communale. Le chef de l'administration communale a souvent fait soit de droit, soit de sciences politiques, mais ça peut aussi être la fonction publique européenne, par exemple tous les secteurs de la Commission européenne, ou la fonction publique internationale. Nous avons énormément d'étudiants qui travaillent à l'ONU ou dans les organisations affiliées à l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est le domaine de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques. Bien évidemment, vous avez un deuxième domaine qui est l'analyse. Alors l'analyse, ça peut être pour des centres d'études, des centres de recherche, d'acteurs publics, d'acteurs privés. Vous avez aussi un grand domaine qui est ce que j'appellerais la gestion de risque, pour prendre la métaphore en matière financière. Et la gestion de risque, c'est souvent dans le secteur privé, pour des entreprises financières, pour des entreprises d'assurance, pour des entreprises qui souhaitent investir dans certains États. Donc les politologues font de la gestion de risque en étudiant la situation politique d'un pays, la situation géopolitique d'un pays, comment cela peut évoluer. Et donc, énormément de politologues travaillent dans ce domaine, et travaillent dans le domaine notamment de l'assurance, qui est un secteur où on fait de l'évaluation des risques. Et bien évidemment, ici, on n'est pas dans le domaine du risque financier, ce que je peux investir par rapport au risque financier, mais par rapport à la configuration politique et sociale d'un État ou d'une situation ou d'un espace régional. Si vous prenez un espace régional qui fait beaucoup parler de lui, l'espace régional du Proche-Orient, comme vous le savez, c'est un espace où il y a beaucoup de tensions, guerre au Yémen, guerre civile au Yémen, tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, tensions entre l'Iran et l'État d'Israël. Donc, est-ce que je peux investir, pas investir? Et donc, quelle est la situation géopolitique du point de vue des politologues? Bien évidemment, le troisième grand champ dans lequel nos étudiants vont travailler après, c'est stricto sensu celui de la vie politique. Un grand nombre d'étudiants vont travailler comme assistants parlementaires, vont travailler dans des cabinets ministériels, vont travailler dans des centres d'études des partis, par exemple. Donc, vous avez au sens propre la vie politique, qui débouche d'ailleurs parfois, bien sûr, sur le fait que des politologues occupent des fonctions très importantes dans l'exercice de la vie politique. Si vous prenez dans la vie politique belge, Paul Magnette a suivi des études de sciences politiques, a même été professeur de sciences politiques dans notre université. Rudy Demotte a suivi des études de sciences politiques. Yves Le Terme, l'ancien Premier ministre, a également suivi des études de sciences politiques. Donc c'est un domaine, bien évidemment, où beaucoup d'étudiants de sciences politiques, enfin un certain nombre d'étudiants de sciences politiques, vont faire de la politique active. Et vous retrouvez, notamment parmi les bourgmestres des grandes villes, régulièrement aussi des politologues. Donc vous avez ce domaine-là. Et puis vous en avez encore deux ou trois autres assez importants. Le secteur de la communication, parce que on vous apprend les choses au fond, mais on vous apprend aussi les choses à la forme. Et donc vous avez pas mal de journalistes et pas mal de porte-parole qui ont fait Sciences Po, et notamment Sciences Po ULB. Vous avez bien sûr le secteur de l'enseignement, enseignement secondaire, enseignement supérieur et universitaire, ou si vous faites une thèse comme moi, enseignement supérieur universitaire. Et vous avez après, dans le domaine privé, beaucoup de postes de coordination qui sont occupés par des politologues. Parfois, le secteur privé, ça peut recouvrir des organisations non gouvernementales. À titre d'exemple,
Nous avons beaucoup de politologues qui travaillent dans des organisations non gouvernementales internationales, que vous connaissez bien, comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, Amnesty International, etc. Ben, en général, ils ont cette capacité de coordination qui leur permet d'avoir un débouché professionnel intéressant. Donc, c'est aussi un des intérêts des études de sciences politiques, c'est à la fois d'apprendre une discipline scientifique, d'apprendre une méthode, ou d'apprendre des méthodes, mais aussi d'avoir un regard relativement transversal et relativement général qui permet après de pouvoir occuper des postes de coordination. Alors, dans ce domaine-là, de manière générale, dans à peu près tous les domaines, mais en sciences politiques, de manière générale, les langues, c'est assez important. C'est la raison pour laquelle, ici à l'ULB, on a décidé de vous permettre, si vous le désirez, soit de faire un bachelier bilingue français-néerlandais, soit de faire un bachelier bilingue français-anglais, ou même, si vous le désirez aussi, de faire un bachelier trilingue, c'est-à-dire français, néerlandais, anglais, pour que vous soyez familiarisés avec des langues qui sont en général demandées sur le marché du travail. Bien évidemment, si vous voulez travailler dans un service public fédéral, on vous demandera une bonne connaissance du néerlandais. Et de manière générale, l'anglais est quasi demandé par tout le monde. Et en plus, l'essentiel de la littérature en sciences politiques est en anglais. À peu près 80% des textes que nous lisons sont des textes en anglais. Donc, on a introduit cette dimension de cursus bilingue ou de cursus trilingue pour vous inciter à aller de l'avant dans l'apprentissage et la connaissance des langues, et surtout pour que vous soyez bien dans le bain et ayez de bonnes compétences sous cet angle-là professionnellement. Parce que ça, plusieurs étudiants qui sont sortis des études nous l'ont dit, qu'il fallait bien insister sur les langues. L'anglais, en général, il y a bien sûr peu de problèmes. Il y a en général plus de réticence par rapport au néerlandais, mais il faut bien avoir à l'esprit que si vous voulez, par exemple, travailler à Bruxelles et dans le domaine de la vie politique fédérale, entendu dans son sens le plus large, le néerlandais est en général quelque chose que l'on attend de la part des étudiants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien sûr, si vous avez des questions, je suis tout à fait disponible pour vous répondre. Et en tout état de cause, quoi que vous fassiez, je vous souhaite bonne chance. Et je regarde si vous m'envoyez des questions. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord que je partage votre écran le temps des questions-réponses? Bien sûr. Et donc, il y a quelques questions dans la partie questions-réponses. Donc, il y a une question qui est de savoir s'il faut être bilingue. Il ne faut pas nécessairement être bilingue au départ de vos études, bien évidemment. Après, comme je l'ai dit dans l'exposé, professionnellement, la connaissance des langues est en général une attente de beaucoup d'employeurs, qu'ils soient publics ou privés, certainement français-anglais, mais il faut bien avoir en tête que le néerlandais, si vous travaillez en Belgique, est souvent demandé à tout le moins comme connaissance passive, mais pas pour, bien sûr pas pour faire vos études. Vous n'êtes pas obligé d'emprunter un bachelier bilingue pour faire vos études. Oui, je pense que si vous voulez comprendre le monde en général et la société de manière spécifique, c'est une voie très claire, la science politique. C'est peut-être pas la seule, mais en tout cas, si vous voulez comprendre les affaires du monde, c'est plutôt effectivement en sciences politiques qu'on traite ce genre de problématiques, et en particulier, bien sûr, dans le domaine des relations internationales. Vous avez une spécialisation, vous avez plusieurs cours de relations internationales en bachelier, mais par ailleurs une spécialisation relations internationales au niveau des masters. Alors, pour ceux qui suivent un bachelier bilingue, soit français-néerlandais, soit français-anglais, ou le bachelier trilingue, il y a un accompagnement linguistique, il y a un double accompagnement linguistique. Vous avez la possibilité d'un cours d'aide à la Fondation Neuf, qui est bien sûr gratuit, et par ailleurs, nous organisons le bachelier bilingue français-néerlandais ou bilingue français-anglais en coordination avec la professeure de langue néerlandaise et la professeure de langue anglaise. Donc, il y a un accompagnement, bien sûr, aux étudiants qui suivent, un accompagnement linguistique aux étudiants qui suivent le bachelier français-néerlandais, français-anglais ou, a fortiori, français-néerlandais-anglais.
Non. Dans le cursus en français, la première année et la deuxième année sont totalement en français. En troisième année, il y a 3 cours qui sont dispensés en anglais. Mais là, pour ceux qui suivent le cursus uniquement en français, les 2 premières années ne sont qu'en français. Après, en troisième année, il y a 3 cours qui sont dispensés en anglais. Oui, il est possible de faire un double cursus. Néanmoins, j'inviterai à la prudence, c'est-à-dire que avant de vous lancer dans un double cursus, je choisirai un à titre principal et je verrai d'abord ce que c'est qu'un cursus universitaire, parce que très honnêtement, 2 cursus en parallèle, c'est extrêmement lourd au quotidien, et surtout c'est très lourd pendant les sessions d'examen, parce que quand vous faites un double cursus, vous avez quasiment examen tous les jours, et donc c'est une session assez lourde. Oui, alors pour l'étudiant français, oui, c'est une bonne filière pour faire sciences politiques, et l'allemand est bien sûr une langue très intéressante. En matière linguistique, bien sûr, on ne sait pas offrir plein de masters bilingues, mais l'allemand est une langue très intéressante. Bien sûr, le chinois est une langue très intéressante, donc ici, vous avez la possibilité de suivre aussi des cours en allemand. Alors, en parallèle à l'université, il y a des cours de chinois, mais ça, c'est pas vraiment dans le cursus, mais l'allemand est une langue absolument très intéressante, hein. Il faut pas oublier que le principal pays de l'Union européenne en termes démographiques, c'est l'Allemagne, qui a énormément, par exemple, de relations politiques et économiques entre la Belgique et l'Allemagne. Euh, oui, les études de Sciences Po sont intéressantes si on veut devenir journaliste politique. Si vous voulez, bien sûr, il y a 2 voies pour y arriver, hein. Vous pouvez faire des études de journalisme, d'information et communication, des études de sciences politiques. Les études d'info et com se focaliseront plus que nous sur la dimension formelle, c'est-à-dire l'écriture, l'expression orale, même si on a aussi des cours en la matière, mais ils iront plus loin que nous. Bien sûr, nous irons plus loin qu'eux sur la connaissance du fait politique. Mais les 2 sont une bonne voie. Oui, c'est possible de faire un bachelier en sciences politiques et puis de bifurquer vers un master en histoire. Néanmoins, vous aurez pour votre master en histoire 3 cours complémentaires certainement pour rattraper un certain nombre d'éléments importants pour le cursus en histoire, notamment un certain nombre d'éléments de méthode, hein, parce qu'en histoire, il y a des méthodes spécifiques, notamment d'archivistique, si je peux le dire ainsi, comment trouver des archives, comment accéder aux livres, à certains livres de type particulier. Donc c'est possible, mais vous aurez des cours complémentaires. Oui, vous pouvez étudier des langues, hein, même stricto sensu, c'est-à-dire que soit dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, vous avez la filière histico-romance, soit si vous voulez vraiment travailler sur les langues, vous avez des masters en langue, langue moderne, langue germanique, langue chinoise, que sais-je encore, langue slave. Donc à l'ULB, c'est parfaitement possible. Oui. La science politique et la cause environnementale, nous, on peut l'aborder de plusieurs manières. Je vous en donne quelques-unes. L'étude des mouvements sociaux, et je terminerai avec ça, l'étude des mouvements sociaux, par exemple, qui essaient de défendre la cause environnementale, on étudiera comment les acteurs agissent pour essayer de défendre leur cause de manière institutionnelle, extra-institutionnelle, pacifique ou violente, ou bien sûr l'étude de la politique publique, c'est-à-dire ce qui est fait pour essayer de répondre aux défis du réchauffement climatique, soit dans le cadre national, soit dans le cadre supranational, comme par exemple, comme je vous le disais, les réunions annuelles qui ont lieu avec la conférence des parties prenantes, en particulier, bien sûr, les États. Donc, oui, il y a un lien très fort entre ce type de questions et le cursus de sciences politiques. Voilà, je dois vous laisser parce qu'il y a une nouvelle conférence à 17h et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous la présenter un peu. Donc à 17h, il y a une conférence du professeur Andrea Rea et il va vous parler d'un sujet à la fois tout à fait actuel et contemporain et en lien avec une discipline scientifique qui est la sociologie, c'est une situation de confinement. Quel est le regard que peut avoir un anthropologue, un sociologue sur vivre en situation de confinement? Quel regard sociologique peut-on porter là-dessus? C'est donc par le professeur de sociologie André Rea, qui a été doyen de la faculté de philosophie et sciences sociales. Je vous remercie de votre attention
Et encore une fois, je vous souhaite bonne chance, quoi que vous fassiez.